si dans la société, au moment de l'hiver, il va y avoir une épidémie grippale, eh bien, il faut s'y attendre, non pas justement pour avoir les méfaits ou les effets délétères de cette épidémie, mais pour savoir lutter et stimuler notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il a besoin de bosser. C'est exactement comme si mon biceps ou mon triceps ou mon quadriceps ne travaille pas, il va s'atrophier. Donc, on peut pratiquement imaginer une atrophie de notre système immunitaire parce qu'il n'est pas suffisamment stimulé. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes ensemble avec Jean aujourd'hui pour parler de l'hiver. Comment neutraliser ou gérer les virus de l'hiver? Alors, nous avons reçu beaucoup de questions préalables à cet enregistrement, ce qui fait que nous allons essayer de les passer les unes après les autres, d'autant plus que nous observons de plus en plus sur les médias officiels que ces virus vont nous faire aux uns et aux autres beaucoup de mal et qu'il faut donc prévenir. Et première prévention, évidemment, les vaccins. Vous allez le voir, nous ne sommes pas du tout opposés aux vaccins. Mais on va tout de suite prendre la première question. Quels sont les virus les plus courants pendant la saison hivernale et comment se propagent-ils principalement? Propagation, voie respiratoire. Que ce soit dans le métro, que ce soit dans la rue, que ce soit en famille, c'est par la voie respiratoire qu'ils se propagent, ces virus. Alors, quels sont-ils? Eh bien, vous avez le virus de la grippe, vous avez le coronavirus, et ce sont toujours des coronavirus, vous le savez, qui bougent, qui mutent, donc c'est pas le même que les Omicron, les Delta, etc. Et qui sont, plus ils mutent, plus ils sont bénins, ça, il faut bien le dire, moins ils sont agressifs. Et puis, il y a aussi le virus syncytial, le virus respiratoire syncytial, VRS, pour lequel on propose à toutes les personnes qui sont en comorbidité, les personnes qui sont âgées, au-delà de 70 ans, etc., des vaccinations. On va commencer par le virus de la grippe, en sachant que le virus de la grippe de 2024 ne sera pas le même que celui de 2023, de 2022, puisqu'il y a des mutations sur ces virus, et donc il y a des vaccins. Alors, sur les vaccins, on avait prévu qu'il y aurait 4 vaccins en France. Je vous les cite pour pas me tromper. Vous avez le Fluarix Tetra. Pourquoi Tetra? Parce qu'il y a 4 valences, qui est fabriqué par GSK, un laboratoire anglais. Ensuite, vous avez Influvac Tetra, qui est fabriqué par Viatrix, là aussi avec ses 4 valences. Bon, c'est une concurrence tout simplement entre des fabricants de vaccins. Et puis le Vaxigrip Tetra de Sanofi, qui avait prévu d'en faire encore un autre plus, je dirais peut-être plus solide, plus efficace, qu'on appelait le Efluelda, et puis celui-là, il n'y a pas eu d'entente entre Sanofi et l'État. Donc finalement, nous restons avec 3 vaccins. Il faut choisir. Ces vaccins sont autour de 12 €. Maintenant, si vous êtes une personne âgée et que vous arrivez avec le bon de la vaccination, vous n'aurez rien à payer. Si par contre, vous n'avez pas le bon et que vous souhaitez être vacciné, bien évidemment, vous allez payer la vaccination en plus de l'acte, donc une douzaine d'euros, plus de l'acte auprès du médecin, de l'infirmière ou bien de la sage-femme. Donc, vous paierez 6 ou 7 € pour l'acte de vaccination. La question qu'on se pose d'abord, c'est est-ce que ce vaccin, au moment où on me vaccine, est efficace? Je vous réponds tout de suite non. Il sera efficace dans 15 jours, première chose. Deuxièmement, il est efficace combien de temps? Je vous réponds tout de suite 6 mois. Voilà. Dans 6 mois, il sera plus efficace et si jamais dans l'été prochain vous attrapez la grippe, ne pensez pas que le vaccin que vous avez reçu est efficace parce qu'il n'a plus la capacité de fabriquer des anticorps contre le virus de la grippe. Ensuite, la question qui se pose, c'est évidemment quelle est l'efficacité, c'est-à-dire sur 100 personnes qui sont vaccinées, est-ce que 100 personnes sont protégées? Et la réponse est non. Alors, vous allez voir que la fourchette d'efficacité est quand même assez incroyable, c'est entre 20 et 60%. Avec ça, on fait un mix, et le mix, c'est que l'efficacité serait entre 40 et 44%, donc moins de 50%. Donc, ça veut dire dans un cas sur 2, vous êtes vacciné, ça ne sert à rien.
Bon. Alors, ça, évidemment, chez chacun son choix. Vous allez avoir un médecin qui va vous pousser certainement à la vaccination et ça fait partie de son métier. Mais il y a peut-être aussi, pour des gens qui ne souhaitent pas être vaccinés, des moyens dont nous allons parler aujourd'hui. D'autant plus que on comprend que certaines personnes ne puissent pas adhérer facilement à cette vaccination parce qu'il y a des complications, parce qu'il y a des effets indésirables. Et l'un des effets indésirables que je connais bien, parce que j'ai soigné plusieurs malades avec cet effet indésirable post-vaccination contre la grippe, c'est la maladie de Guillain-Barré. Et cette maladie de Guillain-Barré, c'est pas une maladie très amusante parce que vous avez des problèmes neurologiques au bout des mains, au bout des pieds, au bout des jambes, sur les membres supérieurs comme inférieurs et même des problèmes respiratoires qui sont d'autant plus graves que la personne est elle-même fragile. Ah, fragilité de quoi? Eh bien, nous y voilà, fragilité de vos défenses immunitaires. Si vos défenses immunitaires ne sont pas, je dirais, au top en arrivant à l'hiver, ne vous étonnez pas d'attraper un bon virus de la grippe, un bon coronavirus ou bien un virus respiratoire syncytial, puisque ce virus respiratoire syncytial, on le propose non seulement aux enfants qui viennent de naître, et là, vous avez une concurrence monumentale entre deux laboratoires, l'un qui s'appelle Pfizer et l'autre Sanofi, l'un qui va vous coûter 401 €, qui s'appelle le B-Fortus, et l'autre qui en coûte 197, disons autour de 200 €, qui s'appelle Abrysvo. Alors l'un vous apporte des anticorps, Abrysvo. On peut vacciner la maman en fin de grossesse pour que le petit soit vacciné parce que ce qu'elle va fabriquer comme anticorps face aux deux antigènes qui sont apportés par cet Abrysvo de Pfizer fait que le système immunitaire de la maman qui est en fin de grossesse et qui est un bon système immunitaire fabrique des anticorps contre le virus respiratoire syncytial et voici que le bébé serait vacciné ainsi par sa maman pendant le dernier trimestre de la grossesse. Ensuite, vous avez l'autre qui est le B-Fortus. Là, ce sont des anticorps qui sont apportés. Donc, c'est pas vraiment un vaccin parce que le vaccin, c'est normalement sa définition. Vous apportez un antigène, lequel antigène, qui est plus ou moins un antigène de la maladie, qui est un antigène, je dirais, pas trop actif, pas trop vivant, pas trop, au point de vue viral, pas trop agressif. Cet antigène que vous apportez, comme on le voit dans le ROR rougeole au rayon rubéole, va créer tout simplement une stimulation du système immunitaire qui va fabriquer des anticorps anti-rougeole, anti-rayon, anti-rubéole ou antivirus respiratoire syncytial. Et donc, ce B-Fortus, qui vous coûte quand même 401 €, ou qui est pris en charge plus ou moins en partie par la sécurité sociale, on le propose à des gens de mon âge qui ont plus de 75 ans et on vous dit, ben voilà, on va vous apporter tout ça parce que vous allez risquer d'attraper ce virus dans le métro ou ailleurs dans la famille ou dans la société par la respiration, par les particules virales que nous respirons et que nous nous envoyons les uns aux autres amicalement. Et il faut donc que vous soyez vacciné. Je vous dis tout de suite que personnellement, étant en bonne santé parce que j'ai une bonne immunité, grâce à toi, Jean, qui m'a beaucoup formé sur le sujet, eh bien, nous allons essayer de réfléchir d'une manière simple et efficace, c'est-à-dire essayer de voir comment, alors que nous ne sommes pas encore en plein hiver ou que l'hiver est pratiquement dans quelques semaines, comment se préparer à ces, je dirais, agressions, à ces intrus viraux auxquels peuvent s'ajouter des bactéries, parce que quand vous avez une pathologie virale importante avec des problèmes respiratoires du type de pneumonie, ben vous risquez d'attraper en plus une pneumonie bactérienne avec du pneumocoque, du staphylocoque, du streptocoque ou autre. Bon, donc la question qui vient, c'est ensuite, c'est comment distinguer les symptômes de la grippe, du rhume, du Covid-19. Je vous dis, il n'y a pas de distinction possible. La seule distinction, ça sera de vous faire un prélèvement nasopharyngé ou de la zone pharyngée pour faire une étude, je dirais, scientifique et biologique très précise pour vous dire, eh bien, c'est le Covid, c'est la grippe ou c'est l'autre. Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, c'est utile au laboratoire qui permet de vous faire le test et vous dites, bah oui, j'ai le Covid ou bien j'ai la grippe ou bien j'ai l'autre. Moi, je dirais le mieux, c'est de se préparer donc à non pas éviter la vaccination, mais à avoir un système immunitaire. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre vaccination soit efficace, il faut que justement
vos défenses immunitaires soient capables de fabriquer les anticorps. C'est pour ça que je suis beaucoup plus favorable à des vaccins qui apportent des antigènes qu'à ceux qui apportent des anticorps, surtout quand ils ont été fabriqués pour être des vaccins sous forme de ARN messager, le messager étant de vous apporter l'antigène, c'est-à-dire la partie agressive qui va faire que votre corps va essayer de répondre en fabriquant des anticorps. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Alors, rentrons dans le vif du sujet de vos défenses immunitaires. Comment faire pour avoir de bonnes défenses immunitaires? Et évidemment, la première des choses, c'est de passer par des habitudes alimentaires de qualité. Alors, Jean, à toi d'essayer de nous guider par une assiette, peut-être par des compléments, je ne sais pas. On va voir comment tu envisages la chose, sachant que pour ce qui me concerne, je n'envisage pas du tout ni la vaccination contre la grippe, ni la vaccination contre le virus respiratoire syncytial, pas plus que contre le coronavirus. Donc ça, c'est personnel. Je le dis, je ne suis pas nécessairement un bon exemple, mais voilà, je le dis. Donc je souhaite avoir des informations de qualité pour maintenir mes défenses immunitaire. À toi. C'est une question qui semble à la fois simple et complexe. Quand on parle d'immunité, on parle d'une de nos fonctions physiologiques, qui est une fonction d'une complexité assez fascinante, qu'on étudie encore beaucoup, que les scientifiques étudient et découvrent encore sur beaucoup d'aspects. Et comme toutes les fonctions physiologiques, la façon dont on s'alimente au quotidien aura une influence assez déterminante sur le bon déroulement de ces fonctions physiologiques. Ce sont des fonctions d'une grande complexité, mais qui font appel à des cellules spécialisées, à des enzymes spécialisées au cœur de ces cellules. Et comme toujours, pour le fonctionnement de toutes ces cellules, de toutes ces enzymes, eh bien, elles sont dépendantes des nutriments essentiels qu'on doit apporter par l'alimentation de façon quotidienne. Donc, le premier aspect auquel on pense quand on parle d'immunité, de stimuler son immunité ou de garantir ou de solidifier son immunité par l'alimentation, ce sont ces fameux micronutriments dont les rôles physiologiques dans l'immunité ne sont pas forcément toujours très bien connus parce que c'est complexe à expliquer, puis les rôles sont beaucoup plus diversifiés que ce qu'on imagine. Mais il y a beaucoup de micronutriments qui sont très intéressants pour stimuler l'immunité, pour les fonctions immunitaires. On a beaucoup parlé dans la période du Covid du zinc et de la vitamine D, et il y a eu des avis assez contrastés parfois, notamment certaines études qui disaient oui c'est intéressant, et puis d'autres qui disaient prendre de la vitamine D ou du zinc ne vous empêchera pas d'attraper le Covid. C'est vrai. Le rôle d'un micronutriment n'est absolument pas de nous empêcher d'attraper le Covid. De mieux le supporter, je dirais. C'est de répondre en fait au phénomène infectieux, c'est le rôle de l'immunité. La vitamine D, en l'occurrence, c'est un dérivé du cholestérol, donc d'une certaine façon, c'est un stéroïde qui intervient au cœur du noyau de nos cellules pour réguler l'expression des gènes. Entre autres, les gènes de l'absorption du calcium, pour simplifier, mais aussi beaucoup de gènes qui concernent l'immunité. Donc, on sait maintenant, c'est clairement établi dans la littérature scientifique, que la vitamine D a des rôles immunitaires absolument fondamentaux. On en parle dans la régulation de l'activité des cellules anti-infectieuses. Donc, ayons un bon taux de vitamine D. Question, est-ce qu'on peut doser la vitamine D? Réponse oui, dans le sang. Réponse, ou autre question, est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Réponse non. Est-ce que c'est cher? Réponse non. Mais ça vaut le coup de savoir
avant de commencer l'hiver si on a un bon taux de vitamine D. Ça veut dire on a pris le soleil pendant l'été, on a peut-être même pris des compléments qui n'étaient peut-être pas aussi nécessaires que ça parce qu'on prenait le soleil. Mais là, est-ce que nous démarrons l'hiver avec un bon taux de vitamine D? Première question à se poser que le médecin peut vérifier chez son patient. Le zinc. C'est une vraie question, celle de la vitamine D. Est-ce que vraiment le fait d'avoir pris le soleil pendant l'été, en admettant qu'il y a eu du soleil, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas, est-ce que ça va être suffisant pour toute l'année? Il y a peu de chances que ce soit suffisant pour toute l'année. Même si on est capable d'avoir des réserves assez importantes, il faut prendre le soleil en quantité quand même assez conséquente et ça durera quelques semaines. Mais au cœur de l'hiver, on n'aura pas les réserves qu'on a constituées pendant l'été. C'est soit l'alimentation, en consommant des abats, des poissons gras. Le jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf en contient effectivement, le foie de morue, les poissons gras comme les sardines, les maquereaux, etc. Mais ce n'est pas forcément des quantités qui sont immenses. Et puis, tout le monde n'a pas forcément l'habitude de consommer ces sources alimentaires, notamment l'œuf et le poisson, ce qui est dommage parce que c'est très intéressant. Bon, donc ça veut dire que si on n'a pas ces sources alimentaires, il faut prendre un complément. Là, voilà, on n'a pas le choix. C'est ça. Parfois, il y a d'autres situations qui peuvent aussi tendre à diminuer le taux de vitamine D, comme les grands âges. Quand on est plus âgé, c'est plus difficile d'en produire. Il y a une baisse des fonctions physiologiques qui est assez individuelle. Le fait d'avoir le foie en mauvaise santé, ce qui est quand même un peu trop fréquent aujourd'hui, étant donné que c'est le foie qui va démarrer les process de synthèse de la vitamine D, qui va la stocker et puis qui va en utiliser une partie, s'il n'est pas en bonne santé, la production de vitamine D est impactée. Bon, ok. Et couramment, c'est le cas des personnes notamment qui sont en obésité, des Bien personnes qui ont le foie abîmé pour d'autres raisons. Toutes les comorbidités. Voilà. Passons au zinc, parce que ça, c'est un sujet important. Le zinc, on peut l'obtenir par ordonnance. Est-ce qu'il faut faire une zincémie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut doser le taux du zinc dans le sang comme on doserait la vitamine D? Ou est-ce que, et ça c'est plutôt pour l'instant déjà ce que je sais, moi je prendrais du zinc préalablement à cet hiver qui va arriver, qui sera plus ou moins viral? C'est pas une réponse qui est facile parce que, comme pour la vitamine D, les dosages au niveau sanguin sont pas toujours aussi évocateurs que ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Parfois, ils sont peu significatifs parce que l'action, par exemple, de la vitamine D ou plus encore du zinc, l'action du zinc se fait au cœur du noyau cellulaire. Donc, le zinc, il ne fait que passer au niveau sanguin. Bon, donc, le dosage ne sert à rien. Voilà. C'est pas très parlant, disons. Parlant, oui. La vitamine D, c'est parlant. On sait qu'il faut être dans le haut de la fourchette, vraiment le plus en haut possible. Ouais. Et puis pour le zinc, parfois, si on faisait par exemple le dosage du zinc dans les globules rouges, ce qui peut être assez onéreux, mais techniquement c'est faisable, on a une valeur qui semble être un petit peu plus précise, mais qui n'est pas vraiment considérée comme la référence. Mais on peut avoir une valeur qui est bonne dans le globule rouge et qui n'est pas bonne dans le sérum. D'accord, alors j'attaque une grippe. Je vais prendre du zinc. Je n'attaque pas une grippe, mais je ne veux pas l'attraper. Bon, peut-être l'attraperai-je. Mais combien je vais prendre de vitamine de zinc? Moi, j'avais retenu grosso modo dans les 30 mg, mais quel type de zinc? Alors, à partir du moment où le système digestif fonctionne correctement, les supplémentations les plus communes en zinc fonctionnent. Il y en a certaines qui ont peut-être meilleure réputation que d'autres, mais globalement, c'est pas plus j'en prends, plus je l'absorbe. Ça peut même être le contraire. Donc, il vaut mieux apporter des petites doses. Je suis plutôt partisan 3 x 10, par exemple, 3 x 10 mg. Oui, j'aime autant donner 3 x 10 plutôt que de donner 30 d'un coup. D'accord. C'est quelque chose qui, effectivement, a moins de risque de saturer les récepteurs, les transporteurs du zinc au niveau de la barrière intestinale. Et donc, du coup, comme on ne les sature pas, on a moins de concurrence avec d'autres oligoéléments, parce qu'il ne faut pas oublier, pour les personnes qui seraient carencées en fer, qui a une importance au niveau immunitaire, oui, bien sûr. Qu'il peut y avoir une concurrence, une compétition quand on prend de grandes doses de l'un, une compétition avec l'autre. Donc, voilà, il vaut mieux avoir des petites doses répétées. Sur la journée, disons 3 x 10 mg. Alors, il y a un produit... Alors, précisons que nous n'avons aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Il y en a beaucoup de produits. Non, mais c'est l'Effizinc, par exemple, E2FI-ZINC, qui est remboursé par la Sécu. Le médecin peut le prescrire. Donc, il y a des médecins qui peut-être nous écoutent et ça fait pas de mal de le savoir. Parce que il faut pas non plus que ce soit le patient qui guide le médecin et c'est au médecin à guider le patient. Donc,
Donc, pour le zinc, le dosé, ça sert pas à grand-chose. Sinon, dans les globules rouges, ça va vous coûter cher. Et ensuite, vous le faites passer sur la journée à raison de 10 mg matin, midi et soir, au fond. Par exemple... Hors des repas, parce que ça peut donner des petites nausées, si c'est... Alors, il faut le prendre... Un complément alimentaire comme ça, je suis partisan de l'utiliser en fin de repas. Ça peut donner des nausées si on l'utilise à jeun. Il peut y avoir des réactions dont l'origine n'est pas forcément très claire, mais il peut y avoir des réactions, des spasmes gastriques qui donnent une impression de nausée assez forte. Donc, il vaut mieux le mélanger au bol alimentaire. Donc, fin de repas, de midi, du petit déjeuner et fin de repas du soir. C'est ça, tout à fait. Ensuite, vitamine C. Alors, vitamine C, moi, je ne pense qu'aux fruits. Là, j'en prends 5 à 6 par jour. Est-ce qu'il faut qu'en plus, je prenne des compléments de vitamine C? Pour tous les micronutriments, le zinc en premier, on en apporte par l'alimentation, du moins on doit en apporter par l'alimentation. Le fait d'avoir un complément, ça peut être intéressant si on est dans une période où on a tendance à le surconsommer. On sait par exemple que la vitamine D et le zinc sont surconsommés en période d'infection virale. Donc se supplémenter à l'apparition des premiers symptômes, c'est quelque chose qui est assez fondé. Ça veut dire qu'on n'entretient pas le virus. Plutôt, on le freine. On freine sa multiplication puisqu'il est dans la cellule. Alors, le zinc est capable d'interférer avec la réplication de l'ADN viral, puisqu'il agit comme modulateur de l'expression des gènes, donc il est capable d'agir au cœur de la cellule de ce point de vue-là. La vitamine D, c'est une action plutôt au niveau des globules blancs, mais l'intérêt de supplémenter en zinc, il est aussi à confronter avec les habitudes alimentaires. Normalement, on devrait essayer d'inciter les gens à apporter par voie alimentaire tous ces micronutriments, parce que l'activité biologique des micronutriments est très supérieure quand on les apporte avec toute la matrice. Ça, c'est l'assiette. Alors, nous parlerons de l'assiette et du totem des aliments. Mais je reviens sur la vitamine C, parce que je t'ai branché sur les fruits et tu n'as pas pour l'instant, tu ne m'as pas conforté dans cette habitude. Ouais, mais je vais te conforter dans cette habitude-là, parce que c'est exactement là que je voulais en venir. L'activité biologique de la vitamine C, en l'occurrence, dans les végétaux, est nettement supérieure à l'activité de la vitamine C qu'on va prendre dans un complément. Formidable. Il n'y a pas photo. Déjà, on en apporte moins à la fois. Donc, j'ai moins besoin du pharmacien. Le pharmacien, on va dire qu'on en a bien besoin dans certaines circonstances. On est bien content qu'il puisse être là aussi. Voilà, mais c'est d'abord l'apport par voie alimentaire, effectivement, par les végétaux crus de la vitamine C qui est le plus intéressant, parce que le fruit contient beaucoup d'autres choses. Au cœur des fruits, au cœur des légumes, on va avoir des fibres qui vont nourrir le microbiote. Or, le microbiote, c'est... à l'origine de notre immunité, on a le microbiote, on a les microbiotes. Le microbiote intestinal tout particulièrement, qui est le plus abondant, c'est le terrain d'entraînement de nos cellules immunitaires. Les lymphocytes T, ils font leur maturation, ils passent leur bac entre guillemets au niveau du thymus, et puis ensuite l'apprentissage, ils vont le faire au niveau... C'est-à-dire la famille des lymphocytes, qui sont des familles de globules blancs, absolument essentielles à nos défenses immunitaires. Indispensable. Indispensable, voilà. Eux, ils font leur apprentissage en confrontation avec le microbiote digestif en particulier. Pas seulement, il y a un microbiote respiratoire et dans d'autres zones, mais au niveau de l'intestin, la masse des populations bactériennes est tellement colossale que c'est un très très bon terrain d'entraînement. Donc la qualité de l'alimentation est vraiment déterminante, et avoir une alimentation riche en fruits et légumes, c'est non seulement un apport en vitamine C, mais ça amène beaucoup de minéraux. Du végétal, c'est pas la compote qui est dans un petit pot au supermarché. À partir du moment où on fait cuire, très rapidement, la vitamine C disparaît. Voilà, ça c'est à retenir. À retenir. Le petit qui prend une compote, ou la personne âgée qui prend une compote, c'est 0 de vitamine C. Elle ne prend pas des fruits, là, elle prend une compote. J'ai rien contre la compote, mais il faut avoir une proportion quand même assez significative de nos aliments végétaux crus pour avoir de la vitamine C. Voilà. Ça c'est vraiment important. Donc fruits de saison. Fruits de saison, fruits frais. On va avoir des agrumes qui vont arriver, ça va être fabuleux. Alors quand ce sera la saison des agrumes, c'est les agrumes qui seront les apports les plus intéressants. Bien sûr. Quand là en ce moment on est plutôt sur les pommes, les poires, les prunes, etc. C'est ça qu'il faut consommer. Tout à fait. Et puis ensuite on peut parler des salades, parce que tous les végétaux crus contiennent de la vitamine C, puis beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'antioxydants, de polyphénols divers et variés qui sont aussi très intéressants. Polyphénol, ça c'est un mot qu'on entend dans le vin rouge. On ne va pas prendre quand même au petit déjeuner un coup de rouge. Non, par contre on peut manger du raisin noir. Voilà. On n'est pas obligé de boire du vin. Boire trop de vin, c'est très mauvais pour la santé, évidemment. Par contre, manger du raisin noir, c'est excellent pour la santé. Tout à fait. Donc voilà. Alors j'insiste, parce qu'il y a toujours cette crainte que les fruits soient très sucrés. Les fruits sont
peu sucrés. Ils contiennent peu de sucre. Oui, insiste là-dessus. Ouais, ils contiennent peu de sucre. Hein. On est sur un pourcentage qui est aux alentours de 10, 12, 13% peut-être. Ils contiennent différents types de sucres. Ils contiennent des sucres qui ne font pas bouger votre glycémie. Hein, c'est très très clair. Il faut consommer des fruits crus, bien évidemment. Il faut les consommer entiers. Et normalement, on devrait essayer de garder la peau pour ceux dont la peau peut être consommée. Alors, plutôt aller chercher du bio, évidemment, pour limiter le risque d'exposition à tous les pesticides. Pesticides, bien sûr. Voilà, bien qui sûr. sont mauvais pour la santé, clairement, ou au moins les laver, les rincer comme il faut. Mais il faut consommer beaucoup de fruits et de légumes crus tous les jours. Et bon, pour les personnes qui, malheureusement, au niveau intestinal, ont du mal, il faut prendre des petites portions. Et peut-être s'y réhabituer progressivement, mais essayer... Pour les gens qui ne sont pas habitués, tu veux dire. Hein. Oui, c'est ça. On a régulièrement des personnes dont le système digestif peut être très réactif. Hein. Donc, dans ces cas-là, on essaie de prendre des aliments qui soient moins à même de provoquer des réactions, mais on essaie d'en garder quand même. Ça a beaucoup d'importance. Et puis de passer par la mixture, la mastication. On a des dents, c'est fait pour ça, c'est pas que pour la photo. Quoi. Moins on mastique, moins on digère. Voilà, c'est ça. Moins on mastique, moins on digère. Alors, un point qui est important dans le fruit, on parle du fructose. Moi, j'aime pas ce mot parce qu'on le confond avec un autre fructose qu'on ajoute dans des boissons, dans des sodas, etc. C'est pour ça qu'un jour, un enfant m'avait utilisé ce mot en demandant comment s'appelle le fruit, le sucre d'un fruit, et il me répond le fructose. Ah, j'ai adopté, j'ai dit, toi, vraiment, tu es génial. Je préfère l'appeler le fructose, mais fais-nous la distinction entre ce sucre du fruit et puis ce sucre ajouté qu'on va trouver dans des sodas ou dans des gâteaux, ou dans tout ça. C'est exactement la même molécule. Le fructose, c'est le fructose. Mais le contexte n'est pas du tout le même. Voilà. Un exemple tout simple, quand vous avez du fructose ajouté dans une boisson, dans un soda, peu importe le nom, eh bien vous avez que le fructose pur, sans fibre. Il n'y a pas de fibre, il n'y a que de l'eau et du fructose. Enfin, de l'eau, il y a des choses qui donnent du goût, etc. Ouais. Voilà, bien sûr, mais sinon, il y a du fructose et puis c'est tout. Il n'y a rien pour freiner l'absorption du fructose et vous allez avoir un pourcentage de fructose, une quantité de fructose par quantité de liquide qui va être très importante et donc qui passe vite. Qui passe vite. Vite la barrière intestinale. La barrière intestinale et qui arrive au niveau du foie et qui va faire bosser le foie. Et on sait depuis pas mal de temps que le fait d'avoir des apports massifs de fructose via les jus de fruits ou les sodas, c'est très favorable au développement des fameuses stéatoses hépatiques qui sont de plus en plus nombreuses. C'est le foie gras. C'est-à-dire le foie gras. Un foie gras, tout à fait. On parle même de la goutte. Alors, on parle de la goutte. Ça, c'est une étude qui, si ma mémoire est bonne, date de 2008, qui avait montré que les grands consommateurs de soda édulcorés au fructose, peu importe leur âge, donc ça arrivait même chez des enfants assez jeunes, pouvaient développer de la goutte. Parce que... De la goutte chez un enfant, c'est impensable. Oui. Tout à fait. On imaginait plutôt des gens d'âge mûr, gros mangeurs de viande, de charcuterie, de gibier. Des chasseurs qui mangent le gibier, quoi. Oui, alors ils mangent pas que du gibier, les chasseurs, mais oui, ils en mangent peut-être un peu plus. Il y a d'autres personnes qui mangent aussi beaucoup de charcuterie, qui boivent un peu trop d'alcool. Hein. On voit encore les dégâts que l'excès d'alcool peut amener. Donc, ce qui va effectivement générer des troubles métaboliques, dont l'hyperuricémie, qui peut dégénérer en goutte, qui est très fréquente d'ailleurs dans les diabètes de type 2. Hein. Donc, il y a des liens avec l'obésité, avec l'hyperglycémie, etc. Donc, le fait d'avoir une alimentation trop riche en produits animaux et trop pauvre en produits végétaux est quelque chose de clairement défavorable. Voilà, donc priorité aux végétaux, ça c'est certain, ce qui n'exclut pas la consommation de produits animaux qui ont beaucoup d'intérêt aussi. Tout à fait, donc je synthétise, le sucre qui est dans le fruit, mélangé à tout le reste du fruit, avec les fibres en particulier, les minéraux, l'eau, les oligo-éléments qui sont là, ça c'est excellent pour la santé. Par contre, ce même sucre, entre guillemets, fait par la chimie et qui est dans un soda, celui-là, c'est à éviter. Alors, c'est pas qu'il est chimique, hein, c'est extrait de sirop. Extraction. Voilà, c'est extrait de sirop qui viennent de production intensive, soit maïs, blé ou autre. Oui, voilà. Après, il y a les fibres, il y a l'eau, il y a les minéraux, etc. Alors, les fibres, parlons des fibres. Il y a surtout une quantité de fructose qui est sans comparaison possible. On va avoir peut-être 3, 4, 5%, 6% de fructose maximum dans un fruit. Bien sûr. Ce qui est peu. Il y a d'autres types de sucre. Il y a un peu de glucose, il y a un petit peu de saccharose, il y a un petit peu de sorbitol, mais on a 3-4% de fructose la plupart du temps. Donc, c'est très peu, en fait, parce que si vous mangez 100 grammes de fruits, ben, vous avez 3-4 grammes de fructose, c'est pas grand-chose.
C'est ça. Et alors, les fibres, maintenant, sont importantes pour l'entretien du microbiote. Alors ça, il faut bien l'expliquer parce que les gens se disent « j'ai des microbes, les microbes, c'est dangereux ». Souviens-toi, toutes les antibiothérapies abusives qui ont été prescrites, souvent d'une manière qui a déglingué, je dirais, le microbiote. Alors, comment expliquer que les germes, les microbes, y compris des virus qui sont dans notre tube digestif, entretiennent notre immunité? On parle de microbiote, on parle de virobiote, on parle de mycobiote. De mycobiote, j'allais le dire. C'est-à-dire champignons. Donc, on a des populations de micro-organismes qui sont extrêmement diversifiées et qui sont directement dépendantes de notre alimentation. Donc, selon les habitudes alimentaires que l'on a, on va nourrir un certain type de microbiote, virobiote et mycobiote. Notre alimentation participe à nous contaminer. Donc, si on prend des aliments... au bon sens du terme, hein, parce que contaminé, on pense maladie. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est des contaminations de bactéries qui, pour la plupart, sont incapables de déclencher un problème infectieux. On les héberge et ils sont sympas chez nous. Voilà. Bah, ce sont de bons amis et pour les héberger et pour faire en sorte qu'ils aient envie de rester et de se multiplier dans notre intestin, il faut leur donner à manger ce qu'ils sont capables de manger. Tout à fait. Or, les bactéries qui sont plutôt pathogènes se nourrissent de protéines, alors que les bactéries qui ne sont pas pathogènes vont se nourrir de fibres. Donc, alors, plus bien, on a... distingue bien, les bactéries pathogènes, celles qui nous donnent des maladies, exemple staphylocoque doré, par exemple, hein, ou bien des bactéries qui, elles, sont utiles à notre microbiote. Il faut bien faire la distinction, là. Tout à fait. Les bactéries qui sont utiles à notre microbiote, elles se nourrissent des fibres, et en se nourrissant des fibres, elles rejettent des molécules qui permettent l'entretien, la réparation de notre système digestif et qui nourrissent aussi nos globules blancs. Nos cellules immunitaires, dont les lymphocytes. Dont les lymphocytes, oui. Tout à fait. Un lymphocyte vit à peu près une dizaine de jours. Oh, moins que ça, je crois. Hein. Oui, on dit entre 7 et 10. Le globule blanc, grosso modo, c'est une semaine. Le globule rouge, c'est 120 jours. Mais ça veut dire qu'il faut bien le nourrir pendant la semaine de vie. Bon, il va être remplacé par le suivant, etc. Mais ça, c'est capital de se dire, il faut que je nourrisse mes globules blancs qui me protègent. Quoi. Et ce sont les fibres qui sont dans les végétaux. Il n'y a pas que ça. Les globules blancs, ce sont de grands utilisateurs de vitamine E. Oui. Et la vitamine E, on va l'apporter... Vitamine liposoluble. Hein. Vitamine liposoluble, c'est la vitamine, on dit anti-lipoperoxydation, c'est-à-dire que c'est une vitamine antioxydante. Contre le vieillissement, contre la vieillure, contre la soudure, pour être simple. Oui, pas contre le temps, mais contre certains effets du temps, mais contre surtout les phénomènes d'inflammation chronique. Voilà. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la vitamine E, elle est liposoluble et elle permet d'expliquer une partie du rôle antioxydant de la vitamine C, parce que la vitamine C recycle la E. Donc, c'est important la de bien... C recycle la E, ça veut dire qu'elle la reprend et elle a un effet anti-rouille, je dirais, et qui va persister, quoi. Ben, ça rallonge la durée de vie de la vitamine E, c'est-à-dire que quand la vitamine E est confrontée à un facteur oxydant, elle va s'oxyder à la place de nos structures biologiques. Donc à ce moment-là, elle va, je dirais, changer sa solubilité. Elle redevient partiellement hydrosoluble. La vitamine C qui est hydrosoluble vient, elle la réduit. Hydro et lipo, les deux, hein, voilà, ils bossent ensemble. La vitamine C réduit la vitamine E, donc c'est-à-dire qu'elle va la désoxyder, si vous voulez. Réduire, c'est désoxyder, donc la vitamine E est recyclée, peut de nouveau refaire ce travail. Attention, parce que les gens pensent comprimé de vitamine C, comprimé de vitamine... Non, moi je pense à mon assiette. D'abord l'assiette. Tu as vu ce matin, au petit déjeuner, j'ai pris de l'huile d'olive sur mes tartines. Hein. Oui. Voilà, donc j'ai pris de la vitamine E. Il y a de la vitamine E dans toutes les huiles végétales non raffinées. Toutes les végétales non raffinées. Ouais. Plus on raffine, moins il y en a de la vitamine E. D'accord. Même dans les margarines industrielles, voilà, il y a beaucoup moins de vitamine E. Les margarines, on les laisse à Napoléon III, c'est lui qui avait poussé à leur invention. Bon, donc vitamine E, on les a dans les huiles végétales non raffinées. Les huiles végétales non raffinées, donc qui ont une couleur, qui ont une saveur. Hein. Dans l'huile d'olive, ce qui donne un petit peu de piquant, c'est certaines catégories certaines isoformes de la vitamine E. Oui. Il y a les tocophérols et les tocotriénols. Et certains qui piquent un peu au fond de la gorge. Peuvent être piquants en fin de bouche. C'est une bonne vitamine, c'est une bonne huile d'olive. C'est une bonne huile d'olive qui a beaucoup de saveur. Un peu d'amertume avec les antioxydants, donc tyrosol, etc., dont on parle souvent. Et dans la vitamine E, donc il y a ce côté un petit peu piquant. Mais c'est intéressant de diversifier les huiles parce que l'huile d'olive est une huile très intéressante. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle ne contient pas d'oméga 3, pratiquement pas. Mais elle a un avantage, elle a du 9, du oméga 9. Oui, mais qui ne sont pas considérés comme essentiels. Oui. Donc,
c'est intéressant de diversifier les huiles. Ça a beaucoup d'importance d'un point de vue de l'immunité parce que avec les huiles, on va apporter des antioxydants, on va apporter de la vitamine E et on va apporter aussi des acides gras qui sont, notamment les 6 et les 3, des régulateurs de l'activité du système immunitaire. Or, les personnes qui sont dans des états d'obésité, les gros mangeurs de produits animaux, de graisses saturées, etc., ont toujours un terrain plutôt pro-inflammatoire et donc une immunité moins performante. Oui. On a bien vu avec la pandémie de Covid que les personnes qui étaient en obésité, qui avaient des comorbidités, ont fait des Covid beaucoup plus graves, voire sont malheureusement décédés des Covid. C'est là que le Covid, il fallait les vacciner. Voilà. Ben, c'était les populations les plus à risque. Donc, Absolument. Dans ce genre de cas-là, la logique de la vaccination était évidente. Après, il faut aussi penser qu'un vaccin va fonctionner d'autant mieux que le système immunitaire est capable de répondre. Donc, là encore, il faut essayer de faire en sorte que notre système immunitaire soit capable de répondre au vaccin pour produire des anticorps et faire en sorte que ça fonctionne d'autant mieux. L'huile de noix. Alors, l'huile de noix, je pourrais citer beaucoup d'huiles comme ça, mais c'est une huile qui contient assez peu de vitamine E, qui en contient quand même un peu, mais qui contient des oméga 3, des oméga 6. Donc, c'est une huile intéressante. Donc, elle se mélange bien avec l'huile d'olive, quoi. Oui, j'utiliserai les deux. Dans une salade, oui. Oui, en salade. Les huiles à oméga 3, toujours en salade. Oui. L'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de chanvre. Après, il y a les graines aussi. Dans les graines, on a la vitamine E, on a les fibres, on a beaucoup de protéines aussi. Elles sont très, très intéressantes. On conseille maintenant, depuis 2019, dans la nouvelle mouture du PNNS, on conseille de consommer des oléagineux de façon quotidienne. PNNS, c'est quoi ça? C'est le Programme national nutrition santé. Oui. Est-ce que vraiment, il ne dépend pas surtout de l'industrie agroalimentaire? On ne peut pas occulter le fait que les industriels aient une influence dessus, mais il a cheminé beaucoup en une vingtaine d'années. Il a changé, oui. Il a beaucoup changé au début. Bref. Mais la mouture 2019 est intéressante, notamment parce qu'on remet sur la table l'importance des huiles végétales de qualité, l'huile de colza, l'huile d'olive, pour citer les plus intéressantes et les plus faciles d'accès, l'importance de consommer des oléagineux et l'importance d'adapter la consommation de glucides à son activité physique. Parce que on nous a beaucoup dit qu'il fallait beaucoup de glucides dans l'alimentation et on s'est rendu compte que c'était une erreur qui est en partie responsable des problèmes d'obésité aujourd'hui. Bien sûr. C'est avec du sucre en excès qu'on fait du gras, quoi. Hein? Sucre et féculents en excès. Et féculents en excès. Alors, il y a une question, on change un petit peu, pas du tout de sujet, mais qui est importante. Existe-t-il des mesures spécifiques à prendre pour éviter la transmission des virus dans les lieux publics ou en famille? Bien sûr. C'est-à-dire que dans le métro, on fait attention d'éternuer dans son bras, on peut être éventuellement masqué, mais je crois qu'il faut aussi considérer que si dans la société, au moment de l'hiver, il va y avoir une épidémie grippale, eh bien, il faut s'y attendre, non pas justement pour avoir les méfaits ou les effets délétères de cette épidémie, mais pour savoir lutter et stimuler notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il a besoin de bosser. C'est exactement comme si mon biceps ou mon triceps ou mon quadriceps ne travaille pas, il va s'atrophier. Donc, on peut pratiquement imaginer une atrophie de notre système immunitaire parce qu'il n'est pas suffisamment stimulé. Est-ce que tu es d'accord avec ce concept ? Il a besoin d'être stimulé pour produire des anticorps. Ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que tu as pas été vacciné contre le Covid. En même temps, le Covid, tu l'as attrapé deux fois, trois fois. Voilà. Mais il a été sympa avec moi. La première fois, je crois que tu en as bien bavé. Puis les fois suivantes, tu l'as pratiquement pas senti passer. Bien sûr. Un petit peu de fièvre un jour ou deux et pas grand-chose de plus. Mais là, je me suis vraiment formé, je dirais, à prendre ce qu'on a dit tout à l'heure, de la vitamine D, de la vitamine C et du zinc. Ça, c'est absolument certain, quoi. En plus, il faut le dire, de ce que tu apportes dans ton alimentation, parce que l'alimentation doit faire le gros du travail. La supplémentation, elle est intéressante quand on est dans une phase où le besoin a fortement augmenté et où l'alimentation ne peut pas répondre suffisamment rapidement. Tout à fait. Alors, est-il vrai que le froid affaiblit notre système immunitaire? Et si c'est oui, comment on s'en protège? Alors, on va se mettre sous la couette, on ne va pas sortir de chez soi. Alors, le froid, est-ce que vraiment le froid augmente les risques viraux? Je ne suis pas médecin, mais j'en suis pas convaincu. Non. Je réfléchis beaucoup à ce qui se publie sur la thérapie par le froid, la cryothérapie, etc. Et il y a une activité qui est capable de moduler, de réduire l'inflammation. Donc, est-ce que c'est vraiment le froid qui nous rend plus malade ou est-ce que c'est pas... Tu vas me dire ce que tu en penses, mais le fait de passer de l'air qui est peut-être froid et sec dehors dans les périodes où il fait vraiment froid
à un milieu où on est dans une chaleur surchauffée. Ouais, on chauffe peut-être trop. Beaucoup trop, oui. Non, moi je vois, nous vivons maintenant dans les Pyrénées à 1500 mètres d'altitude. Je me suis beaucoup adapté au froid. Je peux sortir le matin avec un 0 degré en bras de chemise. Voilà. Alors que j'aurais jamais pu faire ça à Montpellier, alors que un 0 degré qui arrive aussi, je partais à l'hôpital pour opérer. Donc c'est pas du tout la même chose. Il y a une adaptation. Donc c'est vrai que nous sommes et nous vivons dans une atmosphère beaucoup trop chaude. Ça c'est absolument certain. Et le danger, c'est la sortie brutale sans se couvrir ou disons en ne faisant pas suffisamment attention au fait qu'il y a une grosse différence de température entre les deux, quoi. Après, une personne qui est affaiblie, qui a une immunité affaiblie, etc., et que le froid va affaiblir un peu plus, je pense qu'on ne peut pas occulter que le froid risque de faciliter l'infection, quoi. Bien sûr. Donc, justement, quels sont les groupes de population les plus vulnérables face aux virus hivernaux et comment s'en protéger? Les plus vulnérables sont ceux qui sont en comorbidité ou qui, je dirais, ne font pas suffisamment attention au changement de température. Hein? Il faut s'y adapter progressivement, je suppose. Alors, quels sont les signes d'un virus hivernal bénin qui va devenir grave et nécessite une consultation médicale? Moi, je dirais il faut faire très attention au problème de la température. Parce que on nous a éduqués avec le petit, le vieux, l'adulte qui n'est ni petit ni vieux a de la fièvre, antibiotique. Personnellement, je ne suis pas du tout favorable à une antibiothérapie. Je pense que là, il faut voir quel est le degré de l'hyperthermie. Au-delà d'un 38,5, quand on arrive à un 39 et au-delà, il n'y a pas de doute qu'il faut faire attention. Par contre, si on se retrouve avec un 37,8, un 38,2, un 38,5, un 38,6, je dirais c'est le système immunitaire qui répond. Parce que nous avons la fabrication de cytokines. Alors, parlons-nous un peu des cytokines qui sont fabriquées par des globules blancs eux-mêmes, les granulophiles, les globules blancs éosinophiles, basophiles, lymphocytes, etc. Les cytokines sont des messagers de régulation de la réponse immunitaire. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a des cytokines qui peuvent être pro-inflammatoires, d'autres anti-inflammatoires. Donc c'est tout un monde très très complexe et ça fait partie des grands sujets de l'immunologie en sciences fondamentales depuis quelques années. Ces cytokines, parfois, on cherche à les bloquer dans les maladies auto-immunes. Avec des anticorps monoclonaux, etc. Donc, mais ce qu'on doit redire régulièrement, ce qui a été démontré il y a maintenant plus de 20 ans, je crois, c'est que notre alimentation est capable d'avoir un effet, de contribuer à la régulation de l'activité de ces cytokines. On sait par exemple que en cas d'hyperadiposité, c'est-à-dire d'hyperdéveloppement de notre tissu gras, en d'autres mots, d'obésité, mais il faut bien la définir. L'obésité, c'est pas juste une question de poids, c'est une question d'excès de tissu adipeux. Ce tissu adipeux, quand il est développé en excès, il produit des cytokines pro-inflammatoires. Oui. Il produit, on peut les citer, interleukine 6, interleukine 8, TNF-alpha, etc. Donc, il produit des cytokines pro-inflammatoires. Qui sont fabriquées par qui? Qui sont fabriquées par les adipocytes. Par les adipocytes. Par des cellules qui sont remplies de gras. C'est ça, elles sont à un tel niveau de remplissage de gras qu'elles-mêmes sont probablement inflammatoires. Donc, le tissu adipeux, quand il est hyper développé, l'obésité, c'est défini comme ça depuis quelques années, c'est une maladie inflammatoire chronique. Il ne s'agit pas d'aller stigmatiser des personnes qui seraient considérées comme inesthétiques. Ça, c'est pas respectueux de nos semblables. C'est stigmatisant, bien sûr. C'est stigmatisant et c'est pas acceptable. Mais par contre, l'obésité, c'est une maladie inflammatoire chronique. Ça augmente les risques de beaucoup de pathologies et ça augmente les risques de dysimmunité. Bien sûr. On l'a très bien vu avec l'épidémie de coronavirus et on le voit chaque année depuis très longtemps avec les épidémies de grippe. On voit qu'il y a plus de surinfection bactérienne chez les sujets donc en obésité que chez des personnes qui sont en bon état de santé. Ces personnes-là feront une grippe peut-être avec de la température, elles seront peut-être malades, épuisées pendant 1 à 2 semaines, puis après ça ira bien. Alors que la personne avec les comorbidités va peut-être partir en surinfection bactérienne et auquel cas le médecin aura absolument besoin de la mettre sous antibiotiques. Voilà, maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, les antibiotiques qui sont bien utiles, mais dont il ne faut pas faire un usage, comme le disent les autorités de santé, excessif, eh bien,
ils ont un impact néfaste sur le microbiote intestinal. Bien sûr. Et malheureusement, le fait de les utiliser trop souvent peut impacter l'immunité sur le long terme. Donc, on considère, enfin, en tout cas, c'est ce que disent les scientifiques apparemment, qu'une semaine d'antibiotiques, ça fait perdre la diversité du microbiote intestinal sur une durée d'à peu près 2 ans. Donc, avoir une cure d'antibiotiques par an, ça commence à faire beaucoup. Bien sûr. Si on pouvait en avoir moins souvent, ce serait mieux. Et tout du moins, ce serait souhaitable de préserver son microbiote digestif en consommant beaucoup de fruits et légumes, éventuellement en donnant un petit coup de pouce à son microbiote avec des probiotiques si jamais on doit utiliser des antibiotiques. Donc, on va utiliser les classiques Bifidobactéries, Lactobacilles, Rhamnosus, Bifidobacterium bifidus, il y en a beaucoup. Hein. Plus ça va, plus on avance là-dessus. Voilà, pour essayer de protéger son microbiote tout en consommant beaucoup de fruits et légumes. Je le redis, c'est vraiment important de revenir là-dessus. Les fruits et les légumes, l'un, l'autre ou les deux, un peu de cru, un peu de cuit, pas du trop cuit, pour nourrir un bon microbiote, parce que c'est la seule façon de préserver, d'entretenir un microbiote de qualité dans la durée. Alors, je voudrais revenir sur l'hyperthermie, qui est une réaction immunologique. Ça veut dire, l'hyperthermie, c'est la fièvre, est une réaction immunologique. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez passionnante, puisque j'ai eu l'occasion de soigner un prix Nobel, qui était le professeur André Wolf, qui a eu le prix Nobel en même temps que, comment il s'appelait, Jacques Monod et Jacob. Bien. Qu'est-ce qu'il m'a appris ? Eh bien, il a publié lui-même, il m'a donné ses publications, il a publié l'importance de la réaction hyperthermique chez un enfant qui vient d'être touché par le virus de la poliomyélite. Et ça, c'est très important parce que on voit des poliomyélites dans des pays qui sont des pays en voie de développement, hein, c'est-à-dire où il y a une hygiène qui est pas terrible dans des marigots ou autres. Et donc, l'enfant qui va attraper ce virus de la poliomyélite, il va réagir avec une magnifique hyperthermie, il va monter à 39 et même à 40. Quelle est la réaction du médecin français, du médecin européen, du médecin occidental? C'est évidemment immédiatement un traitement pour réduire la température et des antibiotiques. Eh bien, c'est une erreur fondamentale puisque il s'est rendu compte, et il l'a démontré par des études à la fois in vitro et puis ensuite in vivo, que si on supprime la réaction hyperthermique, qu'est-ce que l'on fait? On permet au virus de se multiplier dans la cellule nerveuse et de faire des dégâts considérables. La poliomyélite. Myélite, ça veut dire que le virus va aller abîmer des cellules qui sont au niveau de notre moelle épinière, c'est-à-dire du système nerveux central qui descend du cerveau pour aller jusqu'en bas au travers de nos vertèbres lombaires et au-delà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut maintenir cette température. On peut réduire un peu si ça monte à 40, de 40 à 39, mais maintenez l'hyperthermie parce qu'elle est antivirale. C'est-à-dire qu'elle va détruire le virus de la polio et cet enfant ne développera pas la poliomyélite. Ça, je trouve que cet exemple est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien que l'hyperthermie, et beaucoup de médecins ne le savent pas, eh bien, cette hyperthermie est une réaction immunitaire de protection et non pas une réaction qu'il faut systématiquement réduire avec du Doliprane, avec tous ces médicaments qui sont des médicaments que l'on pousse à fond et sans, je dirais, d'ordonnance. Et justement, je voudrais te poser des questions là-dessus parce que on sait maintenant que ce paracétamol dans le Doliprane et dans d'autres marques encore est un hépatotoxique, c'est-à-dire un toxique pour le foie. As-tu quelques informations là-dessus? C'est la vérité pour tous les médicaments, en fait. Hein. Les grandes disciplines de la pharmacie comprennent la toxicologie. C'est indispensable quand on travaille sur un nouveau médicament potentiel d'en connaître exactement le parcours dans notre corps, dans toute la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, et la dose toxique pour savoir éventuellement jusqu'à quelle dose on peut aller, quelle dose ne pas dépasser selon le poids corporel, etc. C'est très, très cadré. C'est vraiment... Ça, les gens ne le savent pas, et les médecins non plus. Hein, dans le grand public, on ne le sait pas. Les médecins le savent, je pense. Oui, ils doivent le savoir, oui. Oui, non, mais ils savent qu'il y a des doses toxiques. Non, c'est certain. Maintenant, c'est vrai que dans le grand public, quand on a un médicament qui est
en vente libre sans ordonnance, comme c'est le cas justement du paracétamol, ben, le risque de Très surdosage très dangereux. est beaucoup plus élevé. Donc, c'est important que le grand public soit conscient de ça. Oui, un médicament, ça se prend pas à la légère parce qu'il y a une véritable toxicité. Donc, il faut demander aux pharmaciens, éventuellement, des renseignements là-dessus. Il y a un truc qui est très, très peu connu concernant le paracétamol, c'est que si on dépasse la dose, ben, au bout de quelques jours, on peut se faire une hépatite médicamenteuse et on peut avoir besoin d'une greffe. C'est-à-dire une inflammation hépatique qui fait qu'aux États-Unis, l'indication la plus fréquente des transplantations hépatiques, c'est-à-dire il faut aller chercher le foie chez quelqu'un qui vous le donne parce qu'il est en train de mourir, ou bien qui vous en donne une moitié, parce que c'est possible aussi de faire des transplantations hépatiques partielles. Et le foie est tellement détruit par ce paracétamol qu'aux États-Unis, et c'est en train d'arriver en Europe, c'est l'indication numéro 1 des transplantations hépatiques. Bon, et quand vous entendez un ministre qui maintenant veut faire de l'esthétique ou de je ne sais quoi, qui nous racontait qu'il fallait prendre du paracétamol et puis que si vraiment on était gêné pour respirer, il fallait appeler le SAMU, ben, ça veut dire que nous avons malheureusement eu des ministres, et ça risque de continuer, qui sont dans l'incompétence la plus totale et qui racontent n'importe quoi pour la santé des gens. C'est extrêmement grave. Donc, vous voyez, le Doliprane, c'est pas quelque chose à prendre d'une manière régulière, et il y en a beaucoup trop dans les pharmacies, il faut le retenir. Alors, quelques dernières questions parce que ça avance. Le lavage des mains reste-t-il la meilleure mesure pour éviter de contracter le virus? C'est un des moyens évidemment importants. Il faut toujours avoir les mains propres. Y a-t-il d'autres habitudes d'hygiène à adopter? Ben, on le sait, on en a parlé quand on tousse, quand on expectore. Alors, l'importance rapidement de l'exercice physique. Toi qui aimes beaucoup le sport, comme moi d'ailleurs, est-ce que c'est utile pendant l'hiver ou bien il faut se mettre au repos? Bah, c'est important, on n'est pas du tout fait pour la sédentarité. Ah. Après, il faut avoir un équilibre donc entre l'activité physique de haute intensité, quand on en fait beaucoup, avoir des périodes de repos, Bien sûr. parce que l'excès de sport peut déprimer l'immunité. Il faut savoir que à chaque fois qu'on a un entraînement qui nous amène dans des intensités plus ou moins élevées, on va générer des micro-traumatismes qui vont solliciter l'immunité. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que tout se passe comme s'il y avait une sorte de plus fort turnover des globules blancs. Le mot micro-traumatisme n'est pas très sympa parce que c'est un trauma. Donc micro plus micro plus micro, ça finit par faire mal. Oui, mais en même temps, on se fait quand même mal à l'entraînement. Et ces Oui. douleurs de l'entraînement, c'est des douleurs que les sportifs Des connaissent. douleurs sympas. Oui, alors ça peut être méchant parfois, Oui. mais c'est des douleurs que les sportifs connaissent et qui est un peu un paramètre de la qualité de l'entraînement. On n'est pas obligé de se faire mal à chaque fois aussi. Il faut savoir avoir quand même une polarité dans son entraînement avec beaucoup de basse intensité et peu de haute intensité, avoir des périodes de récupération. Puis là encore, l'alimentation va avoir un effet sur le maintien des fonctions immunitaires et sur le maintien des fonctions de récupération qui dépendent en bonne partie du système immunitaire, là encore. Donc, le trop peut déprimer l'immunité Oui. et le trop peu Faut pas abuser, déprime quoi. l'immunité Ouais, aussi. c'est ça. Oui, Quand oui, on oui, regarde les études, il y a plusieurs études de référence là-dessus, et puis il y a une courbe en particulier qui est très évocatrice. Quand on regarde, donc selon le volume d'activité physique, la fréquence des infections du tractus respiratoire supérieur, on a une courbe en J. C'est-à-dire qu'on voit que ceux qui font rien, ils sont plus malades que ceux qui font pas mal de sport, et ceux qui en font énormément ont tendance à être plus facilement malades. Oui, Donc il faut être, il faut être plutôt dans une zone médiane, mais cette zone médiane, elle est très au-dessus des 20 minutes d'activité physique qu'on nous recommande au quotidien minimum. Ça, c'est le minimum pour pas être considéré comme sédentaire. Mais il faudrait qu'on soit beaucoup moins sédentaire que ce qu'on est au départ. No problème. J'ai retenu un chiffre qui parle d'un équivalent de 30 à 60 km de course à pied par semaine quand même. Hein. Par semaine, oui. Oui, alors pas Moi, de la ça haute sera du intensité, vélo, mais ce sera pas la course à pied, mais ça me convient, quoi. c'est un exemple facile à modéliser dans la littérature, mais il y a plein d'autres façons de faire. Il y en a qui aiment bien faire du crossfit, il y en a qui font du renforcement musculaire. Je dirais que la bonne idée, c'est de faire quelque chose qui nous motive, qui peut devenir une habitude et qui nous aide à protéger notre organisme de plein de façons. Façon mécanique pour le dos, les articulations, etc. Et puis de façon physiologique pour stimuler l'immunité. Alors, 2 derniers points que j'ai gardés pour la fin parce que c'est pas qu'on les a oubliés, mais ils sont essentiels. 1, les boissons, et 2, le sommeil. Sur les boissons, c'est l'hiver, j'ai pas soif, je bois pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire. Il faut boire. Et même quand on n'a pas soif.
Oui, il faut boire la bonne quantité. Normalement, on recommande un minimum d'un litre et demi par jour. On devrait être à peu près, on peut calculer approximativement 1 litre par 30 kilos de poids corporel, ou plutôt 15 litres, enfin 1 litre pour 15 kilos de poids corporel, pardon. 1 litre pour 15 kilos. Un demi-litre pour 15 Un kilos. demi-litre, ça veut dire 1 litre pour 30. 1 litre pour Je 30. fais 60 kilos, ça 2 va litres. être 2 litres. Voilà, je fais 90, ce sera 3. Ah, 3. Le bon point de repère, c'est la couleur des urines. Les urines doivent être très claires, C'est bien pas de la diluées. bière, c'est pas de la bière qu'on doit pisser. Hein. Non, voilà, c'est ça. Donc, si on constate quand on va uriner que les urines sont plus foncées, ça veut dire qu'il faut augmenter sa consommation d'eau. Après, on peut s'aider avec des infusions, de choses comme ça. Mais en général, les infusions sont diurétiques. Oui. Donc, on ne garde pas la totalité de l'eau qu'on prend. Donc, Oui. on doit boire de l'eau et des infusions. Le café ne compte pas. Hein. Le petit thé de 5 heures, ça compte pas. Hein. Ça, c'est plutôt diurétique. Donc, on ne va pas garder l'eau. On ne s'hydrate pas avec le café. On s'hydrate avec de l'eau. D'abord de l'eau. Alors, le sommeil, pour finir. Eh ben, le sommeil, il faut dormir suffisamment parce que les globules blancs se renouvellent pendant le sommeil. Bien sûr. Voilà. Non seulement les globules blancs, mais je vais vous raconter une dernière histoire qui vous montre que votre foie, qui est tellement important pour votre cerveau, vos muscles, vos reins, etc., eh bien déjà dans l'Antiquité, on savait que le foie régénérait, travaillait, bossait pendant que nous étions en train de nous reposer. C'était celui qui était sur le Caucase, qui avait voulu voler le feu à Zeus et qui a été condamné à être ficelé contre un arbre, tandis qu'un aigle venait lui dévorer son foie pendant la journée. Et il lui dévorait le foie pendant la journée, pendant qu'il régénérait pendant la nuit. Et effectivement, la nuit, nos métabolismes sont en hypo, mais ils sont extrêmement actifs au niveau du foie. Il faut savoir que notre température de notre foie peut monter quand nous le chargeons trop par des habitudes alimentaires délétères, peut monter à 39-40 alors que la température du corps est à 37,3. Tout ça, c'est absolument passionnant. Il faut savoir que nous avons dans la veine porte, qui est la porte du foie, dans ce sang qui arrive rempli de nutriments que l'intestin a préparé et qu'a laissé passer, qu'il y a là des bactéries qui passent, des bonnes comme des mauvaises, et les mauvaises, le foie va s'en occuper pour ne pas qu'elles diffusent, pour donner un état septicémique. Tout ça, c'est passionnant. Alors, j'ai parlé de Zeus, mais c'était évidemment Prométhée. C'était pas nous, mais nous, on est tous des Prométhées. Ça veut dire que votre foie, quand vous dormez bien, il fait son boulot pour détoxiquer aussi toutes les mauvaises choses que nous avons pu respirer et consommer pendant notre alimentation. Oui, et puis quand on lui donne trop de travail, son système immunitaire va être surbooké, comme on dit. Ça peut nous réveiller la nuit, hein, l'hyperthermie nocturne classique de 2 heures du matin, on se réveille en ayant chaud et soif. C'est le foie. C'est un signe que le foie vous parle et qui vous dit qu'il a besoin de prendre soin de Bois de lui. davantage et mange moins de protéines le soir. Oui, boire moins d'alcool, manger plus de végétaux, essayer d'avoir plus d'activité physique aussi pour faire un peu tourner les métabolites, mais plus le foie travaille, plus il est capable d'être aussi dans un état inflammatoire, d'épuiser notre immunité. Il y a une partie de l'immunodépression des personnes en obésité, dans les grandes obésités particulièrement, qui sont associées à cette fameuse stéatose hépatique dont on parle tant. Tout à fait. Voilà, quand le foie est gras, il finit par aller en inflammation, il n'y est pas forcément tout de suite, et ça, c'est délétère pour l'immunité, il faut le savoir. Ben voilà, écoutez, vous nous avez écoutés pendant pratiquement 1 heure. Nous vous avons donné un certain nombre de conseils. Pour ceux qui souhaitent vraiment être vaccinés, sachez que vous aurez une efficacité qui est entre 20 et 60%. Bon, bah écoutez, c'est votre choix. Quand on est à risque, c'est souhaitable quand même. Oui, bien sûr, quand on est à risque, pour ceux qui ont des comorbidités. Mais tu me diras que je suis à risque à cause de mon âge. Je te réponds que non, parce que j'ai un bon système immunitaire, que je fais du sport, que je dors bien, que je mange bien et que je suis joyeux, dans l'instant joyeux avec toi. Évidemment, 24 heures sur 24. À la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à diffuser sur ABC Talk TV. C'est beaucoup plus sérieux que sur TF1, Antenne 2, toutes les autres.